de vous accueillir, Maître Marie Dosé et Béatrice Zavarro, pour cette séquence inédite et réalisée en partenariat avec la Tribune Dimanche, BFM, et podcastée sur Slate. Je dis inédite car vous ne vous êtes jamais rencontrés, et c'est donc dans un dialogue d'une grande intensité, je crois, que vous allez nous entraîner. Béatrice Zavarro, j'espère ne pas vous froisser en indiquant que de vous deux, vous êtes la moins renommée, tout au moins jusqu'au 2 septembre 2024. Les affaires que vous aviez conduites depuis votre chère ville de Marseille ne vous avaient pas alors exposé aux grands médias nationaux. Mais à partir de cette date, pendant près de 4 mois et à jamais depuis, vous êtes la défenseur d'un des hommes sans doute les plus honnis de France, Dominique Pellicot, l'homme qui a orchestré sur le corps endormi de son épouse Gisèle l'invraisemblable, pour beaucoup, heureusement, l'innommable, l'homme sur lequel, à travers votre visage, votre voix, votre extraordinaire mesure, les projecteurs du monde entier se sont braqués. Et vous allez continuer de le défendre, ce sera toujours lui et moi contre le monde entier, dites-vous d'ailleurs. Marie Dosé, les dossiers médiatiques, vous connaissez, vous défendez des personnalités, Frédéric Becbédé, Julien Bayou et bien d'autres. Vous intervenez dans des affaires ultra sensibles, l'attentat de Karachi, les morts de Robert Boulin ou de Sophie Toscan du Plantier, les délits du cimentier Lafarge en Syrie, et vous défendez des causes hautement symboliques, comme celle justement d'ailleurs des enfants retenus dans des camps syriens. Enfin, et c'est important, vous êtes de ces avocats pénalistes qui aiment prendre part au débat public, je dirais même politique, en mettant les réalités et les enjeux de votre métier en perspective des réalités et des enjeux de notre société, de notre époque. Ça tombe bien, c'est l'angle que j'ai choisi pour cette rencontre. Et à cette fin, voilà ce que je vous propose. Cette année, vous avez toutes deux publié un essai. Vous, Béatrice Zavarro, Défendre l'indéfendable, qui vient de sortir chez Mareuil Éditions. Et vous, Marie Dosé, à 4 mains avec votre consoeur Julia Minkowski, Éloge de la présomption d'innocence aux éditions de l'Observatoire. De vos productions, j'ai extrait des phrases que nous projetterons sur l'écran et qui serviront de fil conducteur de notre conversation. Conversation qui va profiter d'un ciment commun entre les affaires que recensent vos ouvrages, le traitement par la justice des femmes, victimes ou supposées victimes des hommes, et je précise évidemment de certains hommes. Il y a une musique, je ne sais pas, voilà. D'abord, une petite question en préambule, Marie Dosé. Merci beaucoup d'honorer votre engagement, car la semaine a été, j'imagine, éprouvante. Vous avez été placée en garde à vue, puis mise en examen pour, je crois, soustraction ou altération de documents dans le cadre de l'affaire Philippe Cobert. Je ne vais pas vous interroger sur le sujet, évidemment, mais simplement, quand j'ai appris ça, je me suis dit que vous vous retrouviez au cœur même de l'objet de votre livre. Tout ce que vous dénoncez, analysez dans votre livre, vous retrouviez finalement l'actrice de cela. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai qu'il manquait peut-être à mon expérience les travaux pratiques. C'est peut-être ça en fait. Je suis pas inquiète pour moi, je suis inquiète pour notre profession et pour ce qui est en train de se passer dans nos sociétés, avec cette société du délitement. Mais je suis vraiment inquiète pour notre robe. Parce que oui, je pense que nous exerçons désormais un métier à haut risque, qu'on nous confond avec ce que nous défendons, qu'il est très très compliqué aujourd'hui d'être l'avocat d'une personne accusée de violence sexuelle dans une affaire médiatique. Je crois même que ça devient plus difficile et plus dangereux que d'être l'avocat du grand banditisme, parce que il ne s'agit pas seulement de justice, mais aussi de vengeance, de médiatisation, de règlement de compte, et que oui, je suis aussi au cœur de la violation d'un secret de l'instruction qui est une prise à partie. Et tout ça, c'est assez désagréable, mais pas plus que ce que vivent tant de justiciables. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Petite question complémentaire, mais qui n'a rien à voir avec ça, mais je voulais vous poser. Vous auriez aimé être à la place de Béatrice Zavarro sur les bancs du tribunal d'Avignon dans l'affaire Mazan? Mais je ne sais pas si on peut parler en termes d'aimer ou pas. Non, mais d'aimer en tant qu'avocate. En fait, moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que j'ai envie de défendre celui-ci ou celui-là. Je veux défendre, mais pas n'importe quoi.
n'importe qui, mais pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne m'impose pas une défense. Si à un moment donné, le positionnement de votre client avait été très très différent de celui qu'on a pu percevoir tout au long de cette audience, c'est-à-dire des dénégations, un positionnement agressif vis-à-vis des parties civiles, je pense que j'aurais fait le choix, après avoir beaucoup travaillé avec lui, de ne pas le défendre. Mais voilà, je pense que c'était un dossier important, qu'il a été magnifiquement tenu par ma consoeur, et que c'est surtout une grande leçon sur l'exercice des droits de la défense. Moi, j'en ai un peu assez qu'on nous, et encore une fois là, qu'on nous traite comme les complices de ceux que nous défendons, alors que dans notre métier, en tout cas moi, dans 95% des cas, mon métier, ça consiste à aider celui qui a commis un crime à le reconnaître. C'est-à-dire à tisser un lien de confiance suffisant entre moi, lui et la justice pour l'aider à reconnaître. Et souvent, on est bien plus utile aux parties civiles en étant en défense qu'en étant du côté des parties civiles. Dans votre livre, vous reprenez une déclaration du désormais ex-ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau: l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. En disant cela, et je vous pose bien sûr à toutes les deux la question, Bruno Retailleau a-t-il franchi une ligne rouge aux conséquences peut-être absolument considérables, d'ailleurs une ligne rouge que n'aurait pas renié le président américain dont on parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente? Est-ce que c'est de ces phrases-là que peut dépendre la fragilisation accélérée de notre démocratie? Alors, si vous me permettez, à titre liminaire, j'aimerais vous dire que vous ne m'avez pas du tout froissé dans le débat introductif que vous avez fait de moi, parce qu'effectivement, je suis sortie de mon anonymat le 2 septembre 2024. Je rejoins, et à titre liminaire également, je rejoins Marie Dauzé quand elle nous dit que la profession est en danger, parce que nous avons des cas et des situations que nous avons connus, et moi je les ai connus depuis 1996, date à laquelle j'ai prêté serment, où il y avait des situations qui impliquaient des confrères et consoeurs. Notamment, je me souviens, vers 97-98, une consoeur qui avait été incarcérée, la profession était descendue dans la rue. Un avocat qui avait été extrait manu militari par un président de tribunal correctionnel pas très loin de nous, la profession est descendue dans la rue. Et puis, progressivement, on sent que, finalement, l'implication d'un avocat dans une procédure et la mise en garde à vue, la mise en examen n'effraie plus personne. Et ça, c'est dramatique, parce qu'un avocat doit rester un avocat. C'est pas une élite, c'est pas une personne protégée, mais ça reste un avocat. Et c'est aussi le rempart de l'arbitraire. Voilà. Pour reprendre votre question, ni sacré ni intangible, c'est grave, parce que je crois que ça laisse entendre qu'on peut s'en affranchir. Il est hors de question de s'affranchir de cela. On ne peut pas dire d'un coup que l'État n'est ni intangible ni sacré, c'est pas possible. On fait partie, on a des règles. On a des règles qui s'imposent à nous, qu'on doit appliquer, et on ne peut pas venir dire à un moment donné ou à un autre, on peut peut-être s'en affranchir. En tout cas, moi, c'est la réflexion qu'elle m'inspire, cette phrase, ce qui est dangereux aussi. Marie, et pour compléter justement ma question, lorsque Marine Le Pen et plus récemment Nicolas Sarkozy, une fois condamnés, vitupèrent contre la justice, est-ce que, avec des propos extrêmement graves, est-ce qu'ils sont finalement dans le sillage de cette phrase déclarée par Bruno Retailleau? En fait, il est tout à fait normal qu'un justiciable qui considère une décision de justice injuste, brutale et vraiment pas à la hauteur de sa défense ou de ce qu'il croit être son innocence, vilipende la justice. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. C'est tout à fait normal. Nicolas Sarkozy, et ceux qui me connaissent savent que c'est pas moi qui l'ai défendu sur son rapport à la justice, il est tout à fait normal qu'il soit en colère. Mais de dire « je mène ce combat », parce que c'est ça qu'il a dit, pour l'état de droit, là c'est problématique. C'est-à-dire qu'on peut dénoncer une injustice sans dire que dénoncer cette injustice, c'est un combat pour l'état de droit, puisque là on fait l'inverse. On est en train de dire qu'en réalité la décision n'est pas juste parce que l'état de droit n'a pas été respecté. Cette décision, moi je pense que ma consoeur l'a fait aussi, on l'a disséquée en droit, on a regardé. Moi je trouve que l'exécution provisoire pour tous les justiciables est une honte. Et c'est une atteinte à la présomption d'innocence. Mais parce que vous ne pouvez pas
considérer que vous n'êtes pas condamné définitif, c'est-à-dire que la Cour d'appel doit encore statuer. Vous avez le positionnement de quelqu'un qui dit « je n'ai pas commis cette infraction » et malgré tout, la peine s'exécute. C'est une violation de la présomption d'innocence. Mais cette exécution provisoire, elle concerne plus de 85% des gens qui sont condamnés, comme Nicolas Sarkozy, à 5 ans d'emprisonnement ferme en première instance. Ils font appel et ils vont en prison. Mais ils sont toujours présumés innocents. Évidemment que ça pose un problème, mais ça n'en posait pas à Nicolas Sarkozy quand il a répété pendant 20 ans qu'il fallait que chaque jour de prison, même nonobstant l'appel, soit exécuté tout de suite. Et c'est un peu le problème du populisme pénal. C'est que toute cette droite-là a surfé quand même sur une instrumentalisation de la justice pénale avec une force, une fermeté de conviction, et pour aujourd'hui nous expliquer qu'en réalité, la présomption d'innocence, ça existe. Oui, mais... En s'en sentant certainement exclu, complètement. Justement, entrons dans le détail de la présomption d'innocence. Il faut mieux laisser impuni le crime d'un coupable plutôt que condamner un innocent. Ce n'est pas Robert Badinter qui s'exprimait ainsi, c'est Ulpien. Ulpien est un juriste romain mort en 223, il y a près de 2000 ans. C'est une déclaration qui, objectivement, n'est plus vraiment audible aujourd'hui. Et vous ajoutez, au fil du temps, la présomption d'innocence est devenue un privilège au service d'accusés qui ne le méritent pas, le doute devant profiter à l'accusateur. Dans le doute, mieux vaut encore considérer comme coupable celui que l'on dénonce. La société s'en portera mieux au cas où il le serait effectivement. En d'autres termes, il s'agit de préempter la réalité. Tant mieux si ça se confirme. Tant pis, dans le cas contraire. Vous dites également l'innocence n'existe plus, ou plutôt l'acte d'innocenter ne suffit plus à innocenter personne. J'ai 2 questions très simples. Comment en est-on arrivé là ? Et comment ce constat reflète ou entraîne-t-il la déliquescence de la société, celle de la démocratie, peut-être aussi notre capacité collective d'humanité ? Mais d'abord, comment en est-on arrivé là, selon vous, toutes les deux ? Je pense qu'on est arrivé là par la médiatisation. Pardon ? Par la médiatisation. Je crois qu'il fut un temps où la presse se mêlait de très loin de ce qui se passait à l'intérieur d'un tribunal ou dans un cabinet d'instruction. Et aujourd'hui, vous avez une médiatisation et une presse qui devient presque un contre-pouvoir et qui accuse, alors même qu'elle n'a aucun pouvoir juridictionnel, et qui jette en pâture un individu en bafouant justement cette présomption d'innocence. Et puis, l'acte d'innocenter ne suffit plus parce que, quand bien même l'acte d'innocenter serait fondé et apprécié et décidé par la juridiction, il resterait un soupçon. Et nous avons très proche de nous, et même de façon presque actuelle, le dossier Jubilard. Alors, pardon d'en parler, mais vous avez un homme qui crie son innocence, dont les médias ont suivi l'instruction depuis le départ, qui ont dépeint un homme qui est un coupable idéal, si je puis dire, mais... Que sait-on en fait de ce dossier, si ce n'est les lignes qu'on a lues chacun et chacune au travers des textes qui l'ont concerné. Et on se dit qu'à un moment donné, si cet homme-là est acquitté par la cour d'assises, est-ce que les uns et les autres ne vont pas penser que c'est une mauvaise décision ? C'est ça qui est terrible. C'est qu'on en arrive la presse devient ce que j'appelle, un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'elle fait elle-même sa propre justice, indépendamment, presque en parallèle, mais presque en voulant se croiser avec la vraie justice, en tout cas avec ceux qui l'exercent quotidiennement. Marie, j'imagine que vous corroborez justement ce que dit Béatrice. Oui, complètement, mais c'en est même... La décision de justice ne sert plus à rien dans certains dossiers. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que la présentation médiatique a été telle pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, que l'ordonnance de non-lieu n'a plus aucune valeur, sauf à dire qu'une ordonnance de non-lieu, ça veut bien dire qu'il n'est pas innocent, mais qu'on n'a pas réussi à prouver son innocence. Donc il est doublement coupable d'avoir commis les faits et d'avoir été judiciairement innocenté. C'est-à-dire qu'on en est là. Et c'est toute la déliquescence d'une démocratie qui n'a plus confiance en son institution, ou en tout cas qui n'est plus intéressée par les institutions, et qui considère que, voilà, puisque médiatiquement on l'a présenté comme ça, c'est bien que... Mais pire, moi je ne peux pas imaginer que ça ne contamine pas la justice. Un magistrat qui pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, constate que dans la sphère médiatique, et donc l'opinion publique, quelque chose est figé sur la culpabilité d'un justiciable, va nécessairement, à un moment donné,
être contaminé par cela et ne va plus instruire avec la neutralité qui doit être la sienne. On le sait, dans beaucoup d'audiences, moi quand je regarde dans la salle et que je me dis mince, il y a 2 ou 3 journalistes, je ne peux pas m'empêcher de considérer que les magistrats n'auront probablement pas le courage qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas la presse. Hier, avec Richard Malka, on évoquait une réalité. Plus aucun progrès n'est acquis. En fait, aujourd'hui, on fait le constat, en France comme partout dans le monde, que des progrès qu'on imaginait éternels, acquis éternellement, ne le sont plus. Aujourd'hui, les pourfendeurs de la présomption d'innocence militent pour un renversement de la charge de la preuve. À quoi pourrions-nous aboutir si jamais un jour, justement, ce dogme venait à évoluer? C'est terrible ce qui se passe, parce qu'effectivement, on part du principe de la culpabilité pour arriver à ce que le mis en cause démontre son innocence. Mais c'est pas ça le droit. Le droit, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'accusation qui a la charge de la preuve. C'est pas à nous de démontrer que celui-ci est innocent. C'est à l'accusation de venir apporter la démonstration de la culpabilité. Et partir de ce postulat-là, ça veut dire qu'en fait, ok, sans jugement, sans objection, sans objectivité, on vous désigne comme coupable, et c'est vous maintenant, le mis en cause, qui devez venir dire non, vous vous trompez. Mais on renverse effectivement la charge de la preuve, et on ne peut pas tomber dans ce panneau-là. C'est terriblement... Or, il y a une lame de, on sent bien qu'il y a une lame de fond en faveur de ce raisonnement. Mais complètement. Mais une lame de fond avec en filigrane ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'exposition médiatique, le tribunal médiatique devient plus fort que le tribunal judiciaire et devient plus fort que l'instruction à mener contre un individu pour démontrer si oui ou non l'accusation est fondée. Tandis que là, on essaie de complètement bouleverser le schéma originel. Pour moi, c'est dramatique. Et dans la pratique, c'est déjà le cas. Eh bien oui. Dans la pratique, la défense, c'est la démonstration d'une innocence. C'est pas du tout de renvoyer l'accusation dans ses cordes en expliquant mais vous n'avez rien. C'est pas du tout ça. Ce qu'on vous demande, c'est de prouver votre innocence tout le temps. Les questions qui sont posées tendent à cela. Mais pourquoi dit-il ça si c'est faux? Mais attendez, je vais pas vous démontrer, je vais pas devoir vous démontrer que ce qu'il dit est faux. C'est à vous de prouver que c'est vrai. C'est terminé ça. Donc déjà dans la pratique, enfin moi en tout cas depuis 10-15 ans, ce que je constate, c'est que la défense s'oblige à démontrer l'innocence et pas du tout à faire constater que l'accusation est vide. Dans certains des dossiers que vous traitez, particulièrement vous, Marie, et je pense au cas, entre guillemets, de Julien Bayou, l'ex-député écologiste, vous vous heurtez à une tendance aujourd'hui extrêmement forte qui est la primauté de l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie prévalant sur le droit ou dictant sa loi au droit, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis. L'idéologie qui ne laisse pas de place à la complexité. Or, rien n'est plus complexe, justement, qu'un dossier de justice. L'idéologie, c'est incompatible, selon vous, avec l'exercice du droit, un exercice juste du droit? Mais c'est complètement incompatible parce que l'exercice juste du droit, il demande de la sérénité, de la neutralité, il exige le secret. Donc, dès l'instant où on est dans l'idéologie, on est dans le parti pris, on est dans le bruit, et on est nécessairement aussi dans la violation du secret. Donc, c'est complètement incompatible. Et puis surtout, en fait, toute vérité n'est que le fruit du doute. Si vous avez une vérité qui part d'une idéologie, vous arriverez à ce que vous pensiez initialement. Mais si la vérité judiciaire n'est plus le fruit d'un doute constant, alors ce sera une vérité toute relative. C'est ça la difficulté. C'est la conséquence aussi d'une époque qui traque le doute, en fait, qui ne reconnaît plus au doute ses vertus et ses trésors. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place au doute. C'est que dès les premiers moments, tout est dit. Et on a l'impression que tout est affirmé et que celui qui va venir un petit peu bousculer ces affirmations va être l'élément gênant. Donc il n'y a plus de place au doute. C'est ça qui est terrible. Je vais demander à la régie de rediffuser les phrases justement dont je me sers pour nourrir notre dialogue. Je voudrais qu'on parle du militantisme
et du féminisme, parce que c'est aussi un peu au cœur de vos engagements. Marie Dauzé, vous vous posez la question, comment libérer la parole sans étouffer les droits, et vous ajoutez « Plaider l'innocence ou défendre un accusé manifestement coupable ne saurait être compris comme une justification des actes eux-mêmes. Si nous en sommes là à devoir rappeler cette évidence, c'est que nous, avocates pénalistes, sommes de plus en plus souvent prises à partie. Or non, nous ne sommes pas favorables à l'escroquerie, au viol ou au meurtre. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligés de le rappeler. Les avocates pénalistes sont désormais punis de défendre des hommes, punis d'un débat public qui voit l'émotion gangréner la raison, les pulsions disqualifier le droit. Ce syndrome peut conduire à l'autocensure. Hier, nous l'avons évoqué avec Richard Malka, tout à l'heure, dans un tout autre domaine qui est celui de la science avec Étienne Klein. Vous-même, aujourd'hui, vous imposez-vous l'autocensure parce qu'en tant que femme, vous vous retrouvez stigmatisée parce que vous défendez des hommes. Non, je ne m'impose pas l'autocensure, mais vous avez raison de dire qu'on est de plus en plus confondu avec celui qu'on défend. Enfin, moi, pour ma petite expérience personnelle, effectivement, j'ai eu l'impression à un moment donné que de défendre Dominique Pellicot faisait de moi Dominique Pellicot. Et c'est terrible de venir dire « j'exerce mon métier ». Je défends un homme et je ne défends pas son crime. Bien évidemment que j'étais contre ce qu'a fait M. Pellicot. Je trouvais ignoble les actes commis sur Mme Pellicot, mais j'étais là pour le défendre. Et dans la mesure et dans cette logique de reconnaissance des faits qu'il a adopté dès le départ, dès sa mise en garde à vue, mon propos n'était pas de venir justifier, mais de venir davantage expliquer le passage à l'acte, avec tout ce que ça comporte dans le parcours de vie de Dominique Pellicot. Et c'est désolant d'avoir encore à devoir se justifier sur le rôle qu'on mène et sur la mission qui nous est attribuée dans le procès pénal. C'est désolant d'en arriver là et de se dire encore qu'aujourd'hui, des gens confondent votre mission avec l'individu que vous défendez. Voilà. Je trouve ça... Depuis le début, je suis désolée de tout, mais malheureusement, c'est un petit peu la société qui nous inspire cela. Cette confusion, Marie, vous-même y êtes exposée, vous la ressentez? Oui, tout le temps. Et sans aller peut-être jusqu'à l'autocensure, il est vrai qu'en audience, en tout cas, il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, la parole était plus libre, et notamment pour interroger les parties civiles. Aujourd'hui, mais c'est vraiment, enfin, on le constate, on le voit, on hésite beaucoup avant d'interroger la partie civile, puisque c'est perçu comme une nouvelle violence. C'est-à-dire que le simple fait de questionner, non pas la véracité de l'accusation, mais un point du dossier, d'essayer de vouloir éclaircir quelque chose, c'est lui rajouter de la souffrance. Et évidemment, il y a un effet d'audience qui est terrible. Donc moi, ce que je constate quand même, c'est que oui, certains confrères, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, en défense, n'osent plus aller sur ce terrain-là. Et pour la manifestation de la vérité, c'est dommage. C'est dommage aussi parce que celui qu'on défend doit entendre que oui, sur ce point-là, il y a une difficulté. Et que ça, oui, c'est un élément à décharge. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. D'ailleurs, il va être déclaré coupable. D'ailleurs, il reconnaît les faits. Mais oui, là, il y a eu un problème. Si même ça, on ne peut pas le dire parce que c'est infliger une nouvelle souffrance à celle ou à celui qui a souffert, c'est une difficulté. Chacune à votre manière, vous êtes des militantes de la cause des femmes. Comment faire comprendre qu'esquiver le droit, manipuler ou travestir le droit dessert la cause même des femmes? C'est ça aussi votre combat, c'est de faire entendre cela. C'est l'exercice de notre mission. Enfin, pardon, mais quand j'exerce ma mission, je fais aucun militantisme. Non, mais je veux dire, malgré vous, vous incarnez aussi une forme, mais c'est noble le militantisme en plus. Donc c'est pas, mais quelque part, vous êtes aussi dans la défense de cause, Marie et vous, non? Oui, mais alors là, je te laisse la main, Marie, parce que Non, mais parce que sans le savoir, oui. En fait, sans le savoir, la défense merveilleuse de ma consoeur a participé à la défense des femmes. Absolument. C'est ça qui est merveilleux. Mais c'était pas son propos. Son propos, c'était de défendre dignement un homme qui avait une position digne. Parce que, et voilà. Parce que dans ce dossier-là, il n'y avait pas la place à ça. Je veux dire, je ne pouvais pas aller sur ce terrain-là. C'était... je sais que j'ai été critiquée sur mon système de défense par certains, mais je revendique ma manière d'avoir défendu Dominique Pellicot, parce qu'il n'était absolument pas question d'aller piétiner la défense de la femme dans ce sujet-là, en tout cas. Quand on parle de droit,
de journalisme. Que signifie à vos yeux être un bon militant, un juste militant? C'est quoi le juste militantisme? Alors, moi, je ne crois pas qu'un avocat... Enfin, moi, en tout cas, je ne pense pas être une avocate militante. Il y a des... Je ne sais pas si on peut appeler ça des causes, mais en tout cas, il y a des injustices, je ne sais pas si on peut appeler ça des causes, mais en tout cas, celle des enfants prisonniers en Syrie, par exemple, ça se passe comment pour un avocat? En 2017, il y a une grand-mère qui vient vous voir et qui vous dit que ses petits-enfants sont enfermés en Syrie, prisonniers, et puis petit à petit, il y a 2 grands-mères, 3 grands-mères, et parce que on est face à une injustice crasse dans une société comme la nôtre, parce que je ne peux pas considérer qu'en France, des enfants français sont derrière des barbelés et payent le crime de leurs parents, tout d'un coup, on embrase la cause. Là, je défends personne. Je défends tous ces gamins. Je ne défends pas Daesh, je ne défends pas une association de malfaiteurs à caractère terroriste. Donc oui, je défends la cause des enfants prisonniers en Syrie contre un État français qui ne veut pas les rapatrier. Ça arrive dans une carrière. Mais comme Badinter, en défendant certains possibles condamnés à mort, a combattu la peine de mort, vous voyez. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça véritablement du militantisme. À un moment donné, l'avocat croise dans sa carrière la pire des injustices. Parfois, elle a le visage de quelqu'un et parfois, elle a le visage de 300 enfants. Et ça devient peut-être une cause. Dans votre livre, Béatrice, il y a une phrase très forte, hein, il y a viol et viol, pensent certains. Et vous rappelez non, un viol est un viol. Qu'est-ce qui permet en 2025 de considérer encore qu'il y a viol et viol? Cette phrase, elle est issue des débats au cours desquels un confrère s'est égaré, à mon sens. Je veux dire, d'ailleurs ça a fait mouche, mais ce confrère a provoqué la partie civile en disant qu'il y avait viol et viol, ce qui a valu aux parties civiles de quitter la salle d'audience, parce qu'à un moment donné, ce confrère, je pense, maladroitement, est allé sur le caractère intentionnel de l'infraction pénale, en considérant que dans ce cas précis, de ce dossier précis, le viol n'était pas caractérisé parce que les uns et les autres qui étaient rentrés dans cette chambre à coucher n'avaient pas eu l'intention de violer Madame Pellicot. Or, les débats ont démontré qu'aucun d'entre eux n'a échangé avec Madame Pellicot, et je peux en parler d'autant plus librement aujourd'hui que les débats sont définitivement clos, puisque le dernier accusé a été condamné en appel à 10 années de réclusion jeudi 9 octobre. Donc, il n'y aura plus de sujet Mazan sur la scène judiciaire. Mais tous ont été condamnés et les débats ont démontré qu'aucun n'avait échangé avec Madame Pellicot pour recueillir son consentement. Donc quand un confrère vient nous dire qu'il y avait viol et viol, bien évidemment la presse s'en est emparée, à juste titre malgré tout, et puis les débats ont été faussés parce qu'on est allé sur le terrain de l'intention qui n'était absolument pas le sujet dans ce cas précis de ce dossier Pellicot. L'enjeu en matière sexuelle, je trouve, a beaucoup changé ces dernières années sur une toute autre question. Je pense à ça quand vous disiez viol et viol. Ce sont des justiciables qui, pendant 5 ans, 10 ans, parfois 15 ans d'une relation, estiment que tout va bien, que tout est formidable, que leur consentement est respecté, puis à rupture, et disent « mais non, finalement, en fait, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai été violée ». Là, moi, je suis confrontée de plus en plus souvent à ce type de dossier. Et c'est compliqué de réécrire le récit. C'est-à-dire de fabriquer une histoire judiciaire à partir d'un récit qui est fait d'une histoire qui n'a pas été vécue comme telle pendant des années. Et c'est tout le problème de l'emprise. Comment est-ce qu'on va faire pour considérer que, voilà, ce qui n'a absolument rien à voir avec le dossier Pellicot, hein, je rebondissais sur ça. Mais comment est-ce qu'on peut fabriquer une réalité judiciaire qui n'a pas été celle que la personne a vécue, parce qu'elle était sous emprise ou pas, moi j'en sais rien, mais pendant 5, 10, 15 ans. Là c'est quand même un sacré défi. Et on tombe aussi dans le piège de la sacralisation de la parole de la femme. Alors ça, c'est un sujet aussi malheureusement central qu'il faut évoquer, qu'on ne peut pas éluder. On écoute aujourd'hui des femmes, je pense par exemple, je crois que c'est à la chanteuse Lio, je pense à elle, des femmes dire, parce qu'une femme parle, dénonce, sa parole,
quelque part, est juste. C'est terrible. C'est quand même quelque chose, c'est un déni du droit absolu, mais ça pose des problèmes vraiment très profonds, en fait, sur le fonctionnement même du droit et de la justice. C'est d'autant plus terrible que vous ne pouvez pas partir de ce postulat-là, parce que j'ai eu, moi, dans quelques dossiers, j'ai eu la démonstration que le propos de la femme était mensonger. J'ai eu la démonstration selon laquelle l'accusation s'était trompée. L'individu a été relaxé ou acquitté en fonction des cas et des situations, et ça met à néant le fait qu'il faille absolument considérer que la parole de la femme est une parole sacrée et que ce qu'elle dit est vrai. Et on en revient à ce qu'on disait initialement, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'elle déclare, donc elle dit vrai, donc l'accusation est fondée, et que c'est aux mises en cause à aller venir dire non, non, vous vous trompez, alors que l'accusation devrait, au lieu de se contenter de la parole de la femme, faire la démonstration de la culpabilité. Et non pas attendre que le mis en cause démontre son innocence. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie, mais... C'est tout le problème de « on vous croit ». On vous écoute. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a pas entendu. Absolument. Moi, j'ai été avocat pénaliste il y a 25 ans. Toi aussi, très franchement, la façon dont on traitait les parties civiles dans ces affaires-là, c'était un scandale. On n'entendait pas. Ensuite, on n'a pas suffisamment écouté, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut croire. Parce que ce que tu dis est vrai, mais ça va aussi plus loin. Il y a des déclarations de culpabilité que certaines parties civiles ensuite ont essayé de corriger en disant « j'ai menti, j'ai menti, j'ai menti ». Et ça n'est plus possible. Et là, on y voit davantage la pression de celui qui a été mis en cause pour venir faire dire à celle-ci j'ai menti. Vous savez, je me souviendrai toujours, j'arrête, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, d'un avocat général. Je défendais quelqu'un dont j'étais persuadée de l'innocence. Il est condamné. Au moment où il est condamné, il a ce cri de désespoir. Et 10 ans plus tard, l'avocat général viendra me voir. Il est en retraite. En me disant, vous savez, maître, ce cri m'obsédera parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était innocent. Un coupable ne pouvait pas crier comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je vais faire un lien avec une phrase, justement, juste après ce que vous dites là, fait un lien naturel. Béatrice, on a l'impression, sans forcément mettre des mots sur ce que je vais dire, que quelque chose de positif est sorti du procès de Mazan. Ce positif, est-ce que c'est notamment qu'aujourd'hui nous considérons réellement ce que signifie le mot consentement? C'est-à-dire que nous avons peut-être progressé chez les hommes dans l'acceptation de ce que signifie réellement le mot consentement. Il y a plusieurs enseignements. Je pense que ce dossier a d'abord démontré que l'humain existe, déjà. Les messages que j'ai reçus, c'est davantage le fait de me dire vous aviez raison, tout homme a le droit d'être défendu et il reste un homme et vous avez défendu un homme et pas un monstre. Je trouvais que c'était une petite victoire sur la bataille que je menais. Le mot consentement, bien sûr qu'il a, je veux dire, ce procès a permis d'interroger les hommes, et de remettre parfois en question les hommes, puisque vous vous rappelez qu'il y a une pétition qui a été signée de 200 hommes pendant le procès en disant attention, ne nous confondez pas, et ne nous confondez pas avec ceux qui sont jugés, et toute la gente masculine n'est pas la même, et il ne faut pas faire de généralité. Il y a eu une leçon aussi sur les femmes, c'est-à-dire que les femmes sont en revanche devenues très méfiantes des hommes, malheureusement, très méfiantes de leurs voisins, de leurs amis, de leurs parents, etc. Donc, et de leurs compagnons aussi, ou époux, ou maris. Voilà. Et sur le consentement lui-même, alors je vais peut-être interpeller, mais je ne suis pas certaine que ça soit la seule leçon à retenir de ce procès. Le mot consentement a été, en tout cas, il y a la navette parlementaire qui est en cours sur la redéfinition du viol en y intégrant de façon littéraire, on va dire, le mot consentement dans la loi, mais je pense que c'est quand même se donner bonne conscience. C'est-à-dire qu'on ne tire pas les bons enseignements de ce procès. Et redéfinir le viol à partir de ce procès Pellicot, c'est dire quelque part, s'il faut donner un enseignement, on va donner celui-là et on va se donner bonne conscience. Mais il y avait tellement d'autres choses à évoquer après Pellicot. Des dossiers que vous traitez, de votre expérience d'avocate, est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, il est peut-être difficile d'être une femme dans la société
il est difficile d'être un homme dans la société et il est difficile pour un homme et une femme d'entrer, j'allais dire, en contact, de faire rencontre tous les deux. Vous savez, l'avocat général, dans le réquisitoire qu'elle a mené, et je dis elle parce que c'était Madame Chabot qui s'exprimait à ce moment-là, a demandé à la Cour et a dit textuellement par votre verdict, vous signifierez aux hommes qu'il n'y a pas de fatalité à agir, et par votre verdict, vous signifierez aux femmes qu'il n'y a pas de fatalité à subir. Ce que vous dites là, c'est vrai, mais je crois que ça concerne justement la jeune génération de cette société. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai un fils qui a 27 ans, qui n'est pas en couple, et je suis très inquiète pour lui. Parce que je me dis comment faire une bonne rencontre sans tomber dans un piège. Comment arriver à déterminer que celle avec qui il aura peut-être une relation d'un soir ou de deux sera consentante et ne va pas dénoncer un non-consentement par la suite. C'est ça. J'ai toujours pensé que le viol était, et depuis que j'exerce, et puis alors ça s'est exacerbé, mais j'ai toujours pensé que le viol était une infraction pour laquelle on incarcérait d'abord, on réfléchissait ensuite. Et ça, c'est très compliqué. Marie, dans votre livre, c'était des cas assez édifiants, et notamment celui d'un étudiant qui connaît finalement, qui est quelque part le fils, symboliquement, le fils de Béatrice. La question que je viens de vous poser, est-ce que vous la partagez, ce questionnement sur la difficulté d'être une femme, d'être un homme et d'être en rencontre l'un et l'autre aujourd'hui, notamment chez les jeunes, hein, bien sûr. Je ne sais pas, il y a quelque chose effectivement qui me donne un petit peu le vertige et qui me fait peur dans la société aujourd'hui. C'est vous savez, c'est un peu comme si la souffrance est la preuve, pas seulement de l'infraction, mais est la preuve nécessaire que l'autre a fait du mal. C'est-à-dire que moi, je sens quand même une société qui est très culpabilisante. Il n'y a que des personnes qui sont accusées d'avoir fait du mal aux autres. Voilà. On est dans une société de coupables. Et on rend responsable l'autre de tout le mal qu'on perçoit ou qu'on ressent. Je sens une déresponsabilisation, en fait. Voilà, c'est tout le temps la faute de l'autre. Une infantilisation aussi. Oui, évidemment une infantilisation, parce que ça va de pair, déresponsabilisation, infantilisation. Et c'est ça qui est assez compliqué. Et si la justice s'empare de cela, ou si la justice essaye de faire du droit avec cela, continue à élargir le champ des possibles sur les infractions d'agression sexuelle ou de viol, ça risque d'être extrêmement compliqué. Est-ce que ça pose la question aussi de la considération peut-être disproportionnée que l'on donne à la victime? Je cite une phrase, l'affliction d'un plaignant tend à tenir lieu de preuve d'une infraction. Pire, elle ouvre droit à une reconnaissance de dette. Et que signifie aujourd'hui, à vos yeux, la juste reconnaissance de la victime? Je crois qu'on pourrait employer cette expression une fois que le débat est fait, une fois que le débat est passé, une fois que la décision est tombée. Or là, on en revient à ce que nous disions, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas tomber dans le panneau de la sacralisation de la parole de la femme. Alors, je parle de la femme comme je pourrais parler d'un homme, hein, de la femme se disant ou de l'homme se disant victime. Partie civile dans un premier temps, victime après condamnation. C'est ça, je rejoins complètement Marie quand elle dit qu'il n'y a plus de place. On a l'impression que tout est figé, tout est fait d'office. On peut pas se contenter de ça. C'est pas possible. Je veux dire, une parole, même si elle est posée, doit être étudiée, doit être, opposée aux éléments nets de l'accusation, mais on ne peut pas se contenter de cette parole pour en faire un débat et une condamnation. Marie, l'époque est vraiment, c'est une époque victimaire, excessivement victimaire. En tout cas, les victimes en justice ont été les parents pauvres de la procédure pénale pendant des décennies, ça c'est certain. Mais désormais, je pense que ça va trop loin parce qu'il y a une difficulté sur ce qu'est la vérité judiciaire. Si la vérité judiciaire répond aux souffrances des uns et des autres, ce ne sera plus une vérité judiciaire. Moi, quand je défends des victimes, parce que je veux bien être l'avocate anti-MeToo, c'est quand même extraordinaire, dans mon cabinet, on défend plus de femmes que d'hommes. Je veux juste dire ça, parenthèse fermée. Ce sont mes collaboratrices qui m'ont dit ça la dernière fois. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce rapport à la justice,
quand je défends des plaignantes ou des plaignants, des parties civiles, des victimes, je leur dis toujours, allez vous réparer ailleurs. La justice n'est pas là pour vous aider à vous réparer. Vous allez vous réparer dans la sphère familiale, dans la sphère amicale, avec un psychologue, mais pas en justice. Parce que je crois véritablement que la souffrance ne peut pas prendre en otage la justice et qu'effectivement, si on éduque les justiciables à considérer que plus ils démontreront leur souffrance, plus l'infraction sera caractérisée, c'est une catastrophe. Parce qu'on peut faire mal sans commettre une infraction. On peut faire mal sans avoir voulu faire mal. C'est ça la difficulté. J'ai bien retenu combien il est essentiel de distinguer le crime du criminel. Dans votre livre, Marie, vous dites « Ceux que nous défendons demeurent nos frères en humanité, aussi effroyables que soient leurs actes et incommensurables les souffrances endurées. » Béatrice, cette phrase, en avez-vous douté au contact de Dominique Pellicot? Je la répète, parce qu'elle est importante. « Ceux que nous défendons demeurent nos frères en humanité, aussi effroyables que soient leurs actes et incommensurables les souffrances endurées. » On n'en doute pas, absolument pas. Je veux dire, personne. Cette phrase, elle est magnifique parce que elle révèle que personne n'est à l'abri. Et moi, quand je rencontre cet homme-là, je rencontre un homme. Je veux dire, bien évidemment qu'il y a une discordance terrible entre ce que je vais devoir étudier et défendre et celui-là. Mais cette phrase, elle démontre qu'on peut tous être exposés et on reste tous frères en humanité. Absolument, je veux dire, j'ai voulu absolument révéler le côté humain de cet homme-là, même si j'ai peut-être un peu bousculé les idées reçues ou que j'ai perturbé les uns et les autres, mais pour autant, c'est l'expression même du droit de la défense, pour moi. J'aimerais qu'on aborde, Marie, un sujet qui est central aussi dans votre livre, c'est le principe de précaution. Désormais, vous dites, le principe de précaution prévaut sur la présomption d'innocence. Vous dénoncez l'influence qu'exerce aujourd'hui le principe de précaution dans les arbitrages, partout, et pas seulement d'ailleurs dans le domaine de la justice. Une influence excessive, mais je vais me faire l'avocat du diable, qui est parfois aussi est précieuse. Si j'en reviens à la justice, il y a eu des cas dramatiques, notamment des féminicides, qui auraient été évités si le principe de précaution avait suppléé la présomption d'innocence. Comment arbitrer cette question-là, ce dilemme-là? Mais on veut faire croire qu'une société sans crime est possible. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ça, c'est le populisme pénal. Ça, c'est 20 ans d'instrumentalisation de la justice pénale par une classe politique qui a gagné des voix et qui a transformé la droite en extrême droite et qui, aujourd'hui, va finir, dans 2 ans, par faire gagner pour de bon l'extrême droite. Ce que je veux juste dire, c'est que le risque zéro n'existe pas. Si on évolue dans une société où, parce qu'un crime pourrait peut-être éviter si celui qui met une gifle est condamné à 10 ou 15 ans d'emprisonnement, au moins il ne sortira qu'au bout de 10 ou 15 ans, et on ne s'en sortira jamais. L'homme est un risque à courir, c'est comme ça. Sinon on ne vit plus en société et on s'enferme tous. Donc c'est juste ça que j'ai voulu écrire. C'est que oui, les crimes continueront. On ne pourra pas tous les empêcher. Alors, il y a évidemment des aberrations. Moi, je défends des enfants dont la maman a été assassinée par celui qui avait été condamné 3 ans plus tôt à une peine d'emprisonnement avec sursis. Je ne leur explique pas que c'est à cause de la justice que leur maman est morte. Je ne vais pas faire ça. Même si eux se disent, oui, mais s'il avait été en prison, il ne l'aurait peut-être pas tué. Ça s'appelle la vie. On ne peut pas enfermer éternellement des gens en se disant mais attention, peut-être que s'il sort il va recommencer et empire. En fait, c'est cet idéal complètement erroné d'une possible société sans crime que je comprends mal. Béatrice, dans votre livre, vous dites on a inventé la justice pour dépasser la vengeance. Toutes deux, vous dites-vous rarement, parfois ou souvent que la justice a réussi ou a échoué dans ce projet. Et je le raccorde à ce que vous venez d'évoquer, Marie. Vous évoquez l'extrême droite. Avez-vous le sentiment que la justice aujourd'hui est particulièrement l'otage du débat politique? Et quand je parle du débat politique, le mot vengeance dans le lexique de l'extrême droite est très présent.
Donc on a inventé, c'est vous qui avez dit, on a inventé la justice pour dépasser la vengeance. Est-ce qu'on a progressé autour de cette question? Pas forcément. Pas forcément, malheureusement. Mais je crois qu'il faut quand même s'attacher à cette formule. On ne peut pas l'abandonner. Ça fait partie de notre état de droit et on ne peut pas abandonner cette formule. Heureusement qu'elle est là, mais qu'elle soit mal ou qu'elle soit bonne, je ne sais pas. Mais on est obligé de l'appliquer telle qu'elle. Et autrement, ça serait, comme dit Marie, ça serait peut-être même l'anarchie. Donc voilà, il faut absolument rester sur ce cadre-là. Mais quand un ministre de l'Intérieur dit que l'état de droit n'est ni absolu ni sacré, on est déjà dans la critique de la justice. Voilà quand même 10-15 ans que les hommes politiques passent leur temps à dire que la justice est laxiste. On n'a jamais eu autant de détenus en France depuis 1945, mais la justice est laxiste. Quand elle s'applique à eux, tout d'un coup, elle est extrêmement sévère. Mais c'est quand même le discours qui nous est tenu depuis maintenant 20 ans. Et ça a une incidence sur la justice qui en a assez d'être taxée de laxiste et qui est de plus en plus dure. Donc en fait, ce que je veux juste dire, c'est qu'évidemment qu'il y a une instrumentalisation de la justice pénale dans un populisme pénal qui est désormais à un point de non-retour. Vous savez, tous les États populistes commencent d'abord par le populisme pénal. Toujours. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Je vais me faire l'avocat, c'est le cas de le dire, d'une partie des Français qui à l'égard de la justice, justement, entretiennent une relation très, très complexe, très défiante. Vous dites, Marie, la vérité judiciaire est la mieux à même d'approcher au plus près d'une vérité factuelle. Cela s'appelle vivre en société dans un État démocratique. Certes, dites-vous la même chose de délinquants interpellés en flagrant délit et relâchés pour vice de procédure. L'avocat qui obtient justement cette libération pour vice de procédure fait-il honneur à la justice au sens où la justice est au service aussi de la société? Alors il y a deux choses. Le vice de procédure, il n'est pas commis par l'avocat. Coupable ou innocent, trafiquant ou pas, tout le monde a le droit à la même procédure. Une procédure, c'est d'abord des garanties dans un état de droit. Une procédure qui amène à être annulée, une procédure qui est annulée, c'est parce qu'à un moment donné, quelque chose de grave a été commis. On a demandé un avocat en garde à vue, on ne l'a pas eu. Véritablement, c'est ça. Donc évidemment que quand la procédure n'est pas respectée, il faut soulever la nullité de la procédure et il faut que la procédure s'arrête. Quand ce vice est suffisamment grave pour que toute la procédure soit annulée. Ça n'est pas l'avocat qui est une ordure de faire son métier. Ce sont à un moment donné des policiers, des magistrats qui ont fait le choix de ne pas respecter une procédure qui doit être appliquée au coupable, à l'innocent, au salaud ou à la personne la plus gentille du monde. Ça s'appelle l'état de droit. Maintenant, il y a des avocats qui fabriquent ou qui tentent de fabriquer des vices de procédure. Ça, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Chacun a sa ligne rouge. Moi, j'ai celle-là. Mais jamais je ne me dirai face à un criminel terrible qui est placé en garde à vue et les gendarmes se sont dit quel salaud, tu veux un avocat, t'auras pas, tu veux un médecin, t'en auras pas, on respecte absolument pas la procédure parce que de toute façon, il la mérite pas. Ben, mon métier, c'est de dire salaud ou pas salaud, on est dans un état de droit. La loi est la même pour tout le monde. Le magistrat à l'origine du vice de procédure doit-il être puni? Mais non, mais comme l'avocat quand il fait une erreur... Non, mais vous dites très bien que celui qui est à l'origine du vice de procédure, ce n'est pas l'avocat, c'est quand même le magistrat, ou en tout cas l'institution judiciaire. Faut-il, à un moment, que ceux qui sont responsables de ce vice de procédure soient sanctionnés? Mais vous savez, ça se passera en interne. Comment? Ça se passera en interne. Bah oui. Mais est-ce qu'ils le sont? Vous qui connaissez de l'intérieur le fonctionnement de la justice, est-ce qu'ils sont sanctionnés lorsqu'ils sont à l'origine? Peut-être que les instances de la magistrature feront leur travail, mais pour répondre sur votre question, il ne s'agit pas d'honneur, il s'agit d'application de la loi et du texte. Donc, et si un vice de procédure doit être dénoncé, il faut qu'il soit dénoncé. C'est justement là... Je pense à un mot d'Henri Leclerc qui disait on est le dernier rempart et on est aussi le rempart contre ça, contre un vice de... On ne peut pas laisser incriminer un individu si un vice de procédure est caractérisé et qu'on ne le dénonce pas. Là, on ne fait pas notre métier. Et là, on ne l'exerce pas normalement. Donc, ce n'est pas une question d'honneur ou pas d'honneur, c'est une question d'application de la loi et du texte et on doit le prendre au pied de la lettre. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que des magistrats extrêmement durs
des magistrats qui font fonctionner une machine à broyer, il y en a beaucoup, et qui agissent dans le cadre légal. Et ça, c'est très compliqué, parce que ce n'est pas un vice de procédure. Les magistrats ont énormément de pouvoir. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans d'instruction, ils ont énormément de pouvoir. Ils ont le pouvoir de considérer qu'un homme est coupable alors qu'il ne l'est pas, et de le traiter de cette façon-là. Et là, c'est une machine extrêmement violente, tout sauf laxiste. Béatrice, vous venez d'évoquer Henri Leclerc, et vous dites de lui, il est notre maître à tous, et en tout cas le mien. Il déclarait qu'être avocat, c'est aimer l'homme malgré lui, avec ses failles et ses imperfections. Et vous, Marie, vous dites d'Henri Leclerc, il s'est éteint le 31 août 2024. Quelques jours plus tôt, il travaillait encore à la préface de ce livre, qui paraît donc sans être revêtu de son sein, dont chaque page pourtant porte la marque et l'empreinte. Tous deux, vous partagez le même modèle, mais ma question est simple. Ce modèle pourrait-il porter un autre nom? Par exemple, le nom de Dupond-Moretti. Est-ce qu'il est un modèle pour vous? Pas du tout. Pardon. Ah non, mais vous êtes parfaitement libre de répondre. Ça sert à ça. Dites-moi. Pas du tout. Pour quelle raison? Parce qu'on le présente souvent comme, enfin, à raison d'ailleurs, comme un grand avocat pénaliste. Oui, quand il était avocat, il a eu des résultats magnifiques qui ont valu cette formule Aquitador, mais je pense qu'il s'est égaré, Dupond-Moretti, dans la fonction qu'il a acceptée. Et puis, en exerçant cette fonction, il a appliqué des règles qu'il n'aurait jamais appliquées en tant qu'avocat. Donc, non, Henri Leclerc reste Henri Leclerc, il ne peut pas être comparé. Le seul avec qui il pourrait être comparé ou être à égalité, c'est Robert Badinter, bien évidemment. Mais non, pas. Vous Marie pas... C'était Agnès Jaoui qui avait dit tout pareil. Non, mais c'est une profession. C'est compliqué parce que vous savez, et notamment à Paris, et notamment avec ces médias, c'est une profession qui charrie énormément d'ego. Il n'y avait pas d'avocate pénaliste pendant très longtemps. Tu le sais mieux que moi, quel que soit le barreau d'ailleurs. Donc je pense aussi qu'il y a des gens qui se sont enivrés d'eux-mêmes, qui avaient un talent merveilleux, qui continuent à avoir énormément de talent, mais quand on s'enivre d'eux-mêmes, à un moment donné, on se perd. Voilà. Quand on s'enivre de soi, pardon, voilà, c'est tout. Je vais continuer à défendre Dominique Pellico. Ce sera toujours lui et moi contre le monde entier, ce que j'évoquais en préambule. Quel est le sens, l'utilité, le sens universel de ce combat, l'utilité particulière de ce combat, Béatrice? Pour nous, hein. De ce combat avec lui ou en général? Avec lui. Avec lui. Qu'est-ce que vous nous signifiez quelque part indirectement en continuant de défendre cet homme? D'abord, je continue d'exercer mon métier. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense que de toute façon, Dominique Pellico ou pas Dominique Pellico, quand vous êtes à la défense d'un homme qui est mis en cause, vous restez en duo avec lui et vous êtes très très seul. Et c'est vraiment la solitude que j'avais ressentie pendant ces 3 mois et demi d'audience. Et je continue avec lui parce que, 1, il me le demande, 2, parce que c'est l'expression de la confiance qu'il m'accorde, et parce qu'on a un autre combat à mener qui est dans un autre registre, qui n'est pas du tout dans une logique de reconnaissance des faits, mais là, au contraire, Dominique Pellico clame son innocence dans les faits qui lui sont reprochés par le pôle cold case du tribunal judiciaire de Nanterre. Et donc le combat sera âpre, beaucoup plus âpre que celui qu'on avait à Avignon, mais je continuerai parce que c'est le sens même de ma mission. Et il continue, tant qu'il m'accorde sa confiance, je continuerai auprès de lui, bien sûr. C'est important, je veux dire, c'est une lutte, c'est ma lutte, en tout cas. Le titre de votre livre, « Défendre l'indéfendable », alors c'est une question un peu... C'est un truisme que je vais vous poser comme question, mais je crois que c'est toujours important de rappeler pourquoi est-il si vital pour une démocratie de défendre l'indéfendable, et je dirais même de confier aux meilleurs avocats les cas justement les plus, entre guillemets, indéfendables. Pourquoi c'est vital pour notre démocratie? C'est important, je pense, de toujours le rappeler, cela. Marie? Non mais... chaque avocat est le meilleur avocat 1 fois, 5 fois, 10 fois dans sa carrière. Hein. Moi, les plus grandes plaidoiries, celles qui m'ont bouleversée et qui m'ont marquée,
Ce sont des confrères que j'ai entendus au hasard d'une audience et je ne sais même pas comment ils s'appellent. Je voulais juste dire ça parce qu'il faut faire attention aussi à ne pas penser que les meilleurs, ce n'est pas ceux qui sont les plus médiatisés. Il y a des confrères extraordinaires. Et juste parce que je pense que dans une société qui accuse de plus en plus, qui se gorge de coupables, qui n'a plus foi en l'innocence de personne, la place de l'avocat, elle doit rester celle de... On peut défendre tout le monde, c'est le frère en humanité. Il n'y a quand même plus de fraternité du tout aujourd'hui. Nous sommes dans une société complètement fractionnée où forcément celui-ci est l'ennemi de celui-là et celui-là l'ennemi de celui-ci. Donc l'avocat, lui, c'est comme le médecin. Le médecin ne soigne pas l'angine et refuserait de soigner le rhume. On défend. Et l'important, c'est ce que je disais au début, on défend n'importe qui, mais pas n'importe quoi. On défend une défense qu'on va choisir avec celui que la terre entière pense indéfendable. Et c'est ça qui est beau, parce qu'il y a une valeur universelle. On n'est plus dans l'universalisme aujourd'hui, c'est terminé. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'accroche à ça, nous, encore et toujours. Béatrice ? Vous aurez compris que le titre du livre est totalement à l'antinomie de ce que j'ai soutenu pendant 3 mois et demi, et voire plus. C'est-à-dire que l'indéfendable est en italique et qu'elle est l'expression de la vox populi. Et je n'ai fait que reprendre ce que les uns et les autres ont pu dire, mais c'est absolument pas ce que je soutiens, parce que j'estime... Mais justement, j'interprétais le titre comme celui d'une partie justement de la population. Exactement. Je pars du principe, et je crois que nous partons tous du principe, que personne n'est indéfendable, au contraire. Avant de faire venir sur scène Étienne Klein pour faire un rapport d'étonnement ou une conclusion de notre dialogue, vous dites, Béatrice, ma trajectoire d'avocate pénaliste est de solitude, de combat, de persévérance, de passion. À vous écouter, quand même, beaucoup de notre époque aujourd'hui altère, et de nature à altérer votre passion. En tout cas, moi, c'est l'une des observations que je retire aussi de notre échange ce matin. Où trouvez-vous encore les ressources d'animer cette passion? J'imagine que pour vous aussi, c'est un métier de passion et que vous vous retrouvez dans la phrase de Béatrice. Ce sera notre mot de conclusion, mais j'aimerais vous faire réagir à cela l'une et l'autre. Je la retrouve dans la passion que j'ai pour mon métier, tout simplement. Je veux dire, qui est plus forte, cette passion est plus forte que les obstacles que nous avons évoqués aujourd'hui liés à notre actualité, à notre époque. Bien évidemment, et plus encore. Et elle doit se renforcer justement parce qu'il y a ces obstacles. Et il faut savoir les passer et les surpasser. Et il faut arriver à démontrer qu'on est là, qu'on a une place, qu'on exerce ce métier avec passion et qu'on est encore une fois le dernier rempart. Si nous capitulons, c'est la fin. Moi, je trouve la force dans celles et ceux que je défends. C'est eux qui me donnent cette force-là parce que j'ai toujours considéré qu'on mesurait la force d'une démocratie à la façon dont ils traitaient ses étrangers et ses délinquants, et que personne ne sait ce qu'est d'aller voir en prison ou en garde à vue celui qui est en train de tout perdre et celui qui est en train de mourir. Et que ce qui se passe à ce moment-là est tellement fort que tout est insipide à côté de cela, et que évidemment que cette force, ils nous la transmettent aussi. Et moi, en tout cas, je la puise chez eux. Merci. J'invite Étienne Klein à nous rejoindre. Écoutez, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, puis pas de gravité. Là, je me sens pas tout à fait à l'aise, en tout cas moins à l'aise que pour la première table ronde, parce que ce sont des sujets cruciaux. Enfin, moi, je retiens de ce que vous avez dit que défendre, c'est pas la même chose qu'approuver, ça n'est pas non plus excuser. Il faut séparer la personne de ce qu'elle a fait. Mais comme vous l'avez très bien expliqué, là, il me semble que la justice est la première victime à la fois du populisme et de la médiatisation. Quand j'étais jeune, moi j'ai ardemment milité contre la peine de mort. Quand j'étais lycéen, parce que j'avais un grand-oncle qui était aumônier de prison et qui avait assisté à des exécutions capitales. Il en était marqué à vie, et il m'avait dit: maintenant que tu es en âge de réfléchir, milite
Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ce que vous avez dit sur l'universel, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'il est difficile pour nous, qui estimons que nous sommes dans une sorte de civilisation, d'accepter que tout humain fait partie de l'humanité. On prétend être universaliste, mais en fait, on a une conception limitée de l'humanité. Il y a des gens qui seraient dedans, puis des gens qui seraient en dehors. Et c'est très difficile d'accepter que tout humain, quoi qu'il ait fait partie de l'humanité et dit des choses de l'humanité. On a tendance à vouloir séparer les choses, un peu comme le fait la prison d'ailleurs. La prison, il y a l'intérieur, il y a l'extérieur, et on a l'impression que cette frontière physique sépare le bien du mal. Et moi, je me demande, c'est une question, hein, le fait qu'il y ait beaucoup d'attaques personnelles, notamment dans la presse, ça vient d'où le besoin qu'on a d'attaquer sans que la personne attaquée puisse se défendre? Qu'est-ce qui fait qu'on éprouve parfois le besoin de faire la morale? Est-ce que c'est vraiment un besoin spontané? Moi, j'ai une hypothèse, je ne sais pas du tout si elle est vraie, mais est-ce que le besoin qu'on a de faire la morale ne procède pas inconsciemment d'une purge? On se purge soi-même du mal qu'on a fait en attaquant une personne. C'est une question que je pose. Et puis, vous avez parlé de l'inversion de la charge de la preuve. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un grand logicien qui s'appelait Russell, ou grand logicien, le plus grand sans doute logicien du XXe siècle. Dans un de ses livres, il raconte l'anecdote de la théière. On appelle la théière de Russell. Il rencontre un gars qui lui explique que dans les confins du système solaire, il y a une théière qui se balade. Et Russell lui dit, mais comment vous pouvez le prouver? Et le gars lui répond, prouvez-moi qu'elle n'existe pas. Et ce qui est impossible, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc voilà, je pense que vous butez un peu sur tous ces paradoxes, et on a tendance, nous, à séparer le bien du mal. Il y a des gens qui font le mal, des gens qui font le bien, alors qu'on est tous une superposition quantique. Pour le coup, c'est un cas où l'invocation de la physique quantique pourrait être utile, montrer qu'on est tous ambigus, d'une certaine façon, et qu'on n'est pas capable de dire à l'avance ce qu'on sera capable de faire ou ce qu'on pourra ne jamais faire. Et pour finir, à propos de la prison, moi j'interviens en prison régulièrement depuis très longtemps. Quand j'étais étudiant à Centrale, je donnais des cours à la prison de Fresnes, qui était toute proche. C'était des cours particuliers pour des détenus qui étaient en préventive. Donc très stressés parce qu'ils ne connaissaient pas la peine à laquelle ils seraient condamnés. Maintenant, j'interviens plutôt dans des prisons centrales où les gens connaissent leur peine. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, c'est impossible, en discutant avec eux, de deviner la raison pour laquelle ils sont là. Et je trouve que le fait d'avoir des rapports humains, c'est ce que vous dites. Je pense que on a parlé de la médiatisation et du populisme. Mais je pense que le monde numérique aussi crée cette ambiance. Dans le monde numérique, vous pouvez attaquer des gens sans les voir. Ils sont des icônes, sont des images sur un écran, et vous les attaquez comme ça en l'air parce que vous n'êtes pas confronté physiquement à eux. Et dans le monde numérique, et bien dans le monde des réseaux sociaux par exemple, les gens disent des choses à propos de certaines personnes qui seraient absolument incapables de leur dire en face. Et donc paradoxalement, c'est la rencontre physique qui limite la violence. Dès qu'on sent, même dans le monde numérique, quand vous êtes attaqué, si vous répondez gentiment à la personne qui vous attaque, ça m'est arrivé, parfois elle est toute surprise, elle s'excuse, voire elle retire le tweet méchant qu'elle avait envoyé, et peut-être que le monde numérique est une menace dans le sens où il va nous éloigner les uns des autres et renforcer nos pulsions violentes. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, à savoir que la société change, quand je suis intervenu dans une prison il n'y a pas très longtemps, il y a eu c'était à Mont-de-Marsan, la prison centrale, il y a eu un article dans la presse disant que voilà, un scientifique était allé parler de science à des détenus. Et j'ai reçu plein d'attaques au motif que j'allais parler aux détenus. Comme si c'était pas bien, comme si c'était leur offrir quelque chose que les gens qui sont à l'extérieur des prisons n'ont pas, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'à l'extérieur des prisons, on peut assister à des conférences. Et donc là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui évolue très rapidement et qui fait qu'on a
de plus en plus tendance à juger spontanément avant de réfléchir. Et ça, c'est sans doute la conséquence de tout ce que vous avez très très bien décrit. Et oui, vous entendez à ma voix que je ne suis pas à l'aise. Voilà. Et c'est vrai que la question Parce que c'est compliqué, quoi. La question du numérique, de l'IA dans l'exercice de votre métier et plus globalement dans le fonctionnement de la justice, c'est une question qui va être... Mais quand on entend parler de déshumanisation, c'est bien. Mais quand on entend parler de quelqu'un qui va être jugé, il y a un article sur lui, donc on ne sait pas qui il est, mais on sait ce qu'il a fait. Et le fait de savoir ce qu'il a fait suffit pour que notre jugement s'installe. Et une fois qu'il est installé, même si on apprend sur lui d'autres choses, ça jouera très peu de rôle dans la façon dont nous ferons changer notre jugement sur lui. Merci infiniment Marie Dauzé et Béatrice Zavarro pour ce très bel échange et Étienne pour cette conclusion.